Bonjour Madame Reynaud. Dans le cadre de la Biennale de 2021 qui est maintenant numérisée, compte tenu du contexte sanitaire, nous recevons Madame Elisabeth Reynaud, écrivain, scénariste. Madame Reynaud, vous êtes surtout connue pour les biographies de femmes hors du commun, des femmes au destin extraordinaire qui ont marqué l'histoire par leur courage et leur personnalité insoumise, qu'elles soient contemporaines ou historiques. Votre passion de l'histoire, vous la transmettez également avec ferveur en intervenant sur la plateau télévision, et notamment pour l'émission Secret d'Histoire. Vous êtes par ailleurs, si je ne me suis pas trompée, présidente du prix Destin de Femmes, remis depuis 2008 à Saint-Germain-des-Prés. Et puis largement interrompu par le Covid. Oui, bien sûr. Donc, vous allez nous dresser un portrait, entre guillemets, de Marie-Antoinette l'indomptée, votre ouvrage qui est paru le 13 février 2020, si je ne me trompe pas. Et donc, vous allez nous faire découvrir cette Marie-Antoinette qui fut peut-être une femme libérée avant l'heure. Vous allez nous répondre. Puis si nous avons des questions, on vous les posera à la fin de votre petit exposé. Je vous laisse la parole, Madame Reynaud. Marie-Antoinette, il y a tellement de choses à dire sur elle. C'est difficile de choisir par où commencer. C'est vrai que faut écrire des milliers de pages sur cette femme-là, et elles ont été écrites d'ailleurs par tous les chroniques, les mémoires, les correspondances. Les gens écrivaient beaucoup à l'époque. Il n'y a pas que nous qui avons toutes sortes de ministres et de gens chargés de responsabilités qui écrivent. À l'époque aussi, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone. Donc on sait quand même beaucoup de choses sur elle, mais j'ai toujours été frappée par le fait que il y a des contre-vérités qui ont été dites sur elle, et que ces messieurs, les historiens, se sont repassés de livre en livre, et on commence depuis très récemment à essayer de dire des choses plus vraies sur Marie-Antoinette. Mais elle a été, je vais employer le mot fort, calomniée pendant très longtemps, et c'est ce qui m'a insisté, moi, le chevalier blanc, comme dit mon fils, d'essayer de reprendre au plus près la vérité, si je peux y arriver, de Marie-Antoinette. Alors, du coup, je me suis autorisée à écrire son journal intime en disant je, à sa place, puisque nous n'avons pas de journal intime, de journaux intimes sous sa plume, à part certains documents, et dont des correspondances entre parenthèses avec sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, à qui elle écrivait beaucoup de lettres, dans laquelle elle mentait éhontément à de nombreux sujets. Et puis ensuite, on a eu la correspondance édulcorée avec Fersen, le fameux Fersen. Mais si on reprend du début, on ne peut pas ignorer que Marie-Antoinette a été jugée sur les 10 premières années qu'elle a passées à la cour de France. Elle est arrivée démunie de tout, ça veut dire même dépouillée de ses vêtements, dans les bras très rêches et très froids de la comtesse de Noailles, qui était Madame l'Étiquette, comme elle l'a appelée. Elle avait à peine 15 ans, pas encore 15 ans. Parce que si je parle à sa place, et pour elle, c'est qu'elle est née le 1er novembre 1755, et moi le 2. Donc on est un peu jumelles astrologiquement parlant. Mais oui, il y a beaucoup de choses d'elle que je comprends très bien, enfin que je soupçonne et dont j'ai la prescience, parce qu'il y a quand même cette chose du signe astrologique. Bon, certains diront, oh là 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 là, c'est de l'histoire. Bon, peu importe. Elle est née le 2 novembre 1755, et elle arrive en 70 pour se jeter dépouillée de tout dans les bras du roi Louis XV, qui est le grand-père de Louis XVI, qui n'est pas encore Louis XVI, qui est seulement le premier dauphin de France, puisque le père de Louis XVI, Louis Ferdinand, est mort, et c'est très important, lorsque Louis XVI avait 10 ans.
et sa mère est morte quand il en avait 11. Donc il faut quand même toujours penser que non seulement le jeune frère aîné de Louis XVI, qui était l'héritier du trône de France, est mort. Donc Louis XVI a perdu son frère aîné, son père et sa mère dans sa toute première enfance, puisque c'était entre ses 12 et 15 ans. Donc il s'est senti toujours très illégitime. Il s'est senti toujours un imposteur qui était, à cause de la mort de son frère, celui qui héritait du trône, alors que ce n'était pas lui, dans son esprit, qui aurait dû en hériter. Et c'est très important, parce que Louis XVI, qu'on a bien sûr accusé d'être quelqu'un d'extrêmement faible, de peu d'efficacité, il ne se sentait jamais légitime en tant que roi de France. Donc, quand Marie-Antoinette arrive à la cour de France et est jetée dans les bras de Louis XV, à la rencontre dans l'est de la France, puisqu'elle arrive d'Allemagne, ils ont tous les deux, lui 15 ans et elle 14 ans. Donc, on va avoir pendant une dizaine d'années une jeune femme, une jeune fille, une toute jeune fille qui a épousé cet homme qu'on lui impose au niveau politique en 70, en mai 70, avec des fêtes absolument magnifiques, des feux d'artifice, des balles, des concerts, enfin vraiment une immense fête en France, à Versailles jusqu'à Paris, enfin le peuple est vraiment convié à toutes ces réjouissances, et elle est mariée, elle a 15 ans à peine, puisqu'elle les aura en novembre, elle est mariée, et ces deux jeunes gens ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas, ils se disent chacun, oh là là, c'est qui Louis XVI, qui n'est pas encore Louis XVI, qui est le premier dauphin, comme je disais, ne va pas sauter sur cette petite jeune fille ravissante, absolument ravissante, qui lui fait quand même très peur, surtout que toute son enfance, on lui a dit que le sexe, c'était un péché, et que son grand-père, Louis XV, lui donne un très mauvais exemple, puisqu'il est enfin tout de même au parc du Cerf tout le temps avec des jeunes filles prostituées qu'on lui offre sans arrêt. Et il a évidemment eu une grande affaire avec Madame de Pompadour alors qu'il est marié. Et alors là, je dis justement, il est marié à Marie Leczinska. Et Marie Leczinska est polonaise. Et donc elle est la grand-mère de Louis XVI, du futur Louis XVI, et la mère de Louis XVI est la princesse de Saxe. Donc la mère de Louis XVI est allemande. Et on n'a jamais reproché à Louis XVI d'avoir une mère allemande, alors qu'on reproche de façon terrible et cruelle à Marie-Antoinette d'avoir une mère autrichienne. Souvent, ce qu'on oublie, c'est que Marie-Thérèse d'Autriche, l'impératrice, qui est la mère de Marie-Antoinette, a quand même épousé un prince de Lorraine. Et le prince de Lorraine est un Français qui descend de la grande famille des Guise, qui ont voulu désespérément le trône de France et qui ne l'ont pas eu, et dont finalement une descendante, Marie-Antoinette, va être appelée sur le trône de France. Donc c'est les choses de l'histoire, les détours de l'histoire assez piquants. Parce que les Guises ont voulu le trône, eh bien ils l'ont dans leur arrière-petite-fille, arrière-petite-fille qui va être reine de France. Donc il faut bien savoir que Marie-Antoinette arrive à la cour de France, tout à fait éduquée. Elle parle français car son père, prince de Lorraine, n'a jamais parlé allemand. Il a toujours parlé français. Or Marie-Antoinette, qui va perdre son père aussi assez jeune, vers ses 12-13 ans, parle français avec son père, parle allemand avec sa mère parle très bien français, elle aussi. Toute leur correspondance, la mère, Marie-Thérèse d'Autriche, et la fille, Marie-Antoinette, se fera en français. Donc, elle parle français, elle parle allemand, elle a de grandes notions d'italien, puisqu'on sait qu'il y a des provinces italiennes qui appartiennent à ce moment-là à l'Empire autrichien. Et donc, elle joue de la harpe, on lui a appris à danser, on lui a refait les dents, enfin bon, on la prépare de A à Z pour être le petit bijou qu'elle est,
qui va arriver à la cour de France en mai 1770. Mais donc, à ce moment-là, c'est une jeune fille complètement lâchée dans la nature, d'une certaine façon, à part le fameux ambassadeur Mercier-Argenteau, qui va bien sûr rendre compte absolument de tout à Marie-Thérèse, puisqu'il est l'ambassadeur de Marie-Thérèse à la cour de France. Et là, ça va être vraiment le délateur. Il va vraiment tout raconter de l'intimité de Marie-Antoinette à sa mère, l'impératrice, en lui parlant même de ses périodes, comme on dit pudiquement. C'est-à-dire, Marie-Antoinette saura que, mais bon sang de bonsoir, sa fille n'est toujours pas enceinte. Mais elle ne risque pas d'être enceinte parce que le cher Louis XVI, qui est terrifié par cette ravissante jeune fille qu'on a mis dans ses bras, est bien incapable de faire quoi que ce soit avec elle. Pour la bonne raison, c'est qu'il chasse avec son grand-père, Louis XV. Il gardera toute sa vie une passion effrénée pour la chasse. Donc, il se lève très tôt. Il se lève à 4h ou 5h du matin pour aller chasser avec grand-père, Louis XV. Et la jeune Marie-Antoinette, elle a tendance à se coucher très tard parce qu'elle va au bal, elle donne des bals, puisqu'elle a supplié son grand-père, enfin son grand-père par alliance, mais Louis XV la considère comme sa petite fille. Elle l'a supplié de donner des bals magnifiques qu'il donne pour lui faire plaisir. Elle va aussi au bal de l'Opéra à Paris. Elle est tout de même très dissolue. Hein. On lui fait beaucoup la cour, elle est ravissante. Elle rencontre un jour où on lui présente à un bal de la cour le jeune Fersen, dont elle tombe immédiatement raide, folle, amoureuse, et lui de même. Et ils ont tous les deux, à cette époque-là, tout de même, 18 ans. Et elle le retrouvera d'ailleurs à un bal de l'opéra, où elle va masquer, puisque les bals de l'opéra sont masqués, et où ils auront un échange assez croquignol, comme diraient certains, puisque elle lui dit quel dommage que nous ne soyons pas mariés. Et il lui dit, ah bon, et pourquoi donc? Alors là, ils badinent, hein, tous les deux. Hein. Ils sont tous jeunes et ils se racontent des choses piquantes. Et il lui dit, ah bon, et pourquoi donc? Et elle lui répond, bah parce qu'on aurait pu faire l'amour ensemble. Ah bon? Il lui répond, mais on n'a pas besoin d'être mariés pour ça. Et évidemment, la conversation prenant un tour un petit peu aigriard, les suivantes et les accompagnateurs, parce qu'elle est toujours accompagnée du comte d'Artois, son beau-frère, ou du comte de Provence, qui vient lui beaucoup moins au bal, parce qu'il est un peu dans le bon point, et il a tendance à ne pas souvent danser, à ne pas aimer cela. Mais le comte d'Artois est très assidu aux sorties de Marie-Antoinette. Quand elle voudra absolument faire du traîneau sur la neige et aller jusqu'à Paris en traîneau, qui l'accompagne évidemment le comte d'Artois, et d'ailleurs elle se fera traiter de tous les noms, parce qu'on considère qu'elle est ravissante, qu'on est ravi d'avoir cette jeune adolescente comme reine de France, qu'elle va être bientôt à la mort de Louis XV, et donc elle est déjà un petit peu, disons, accusée d'être légère, mais c'est une toute jeune adolescente et le peuple de Paris, lorsqu'elle lui sera présentée, sera en amour pour elle. Néanmoins, le jour de sa présentation au peuple de Paris, que Louis XV a voulu, là je vous parle sur plusieurs années, hein, ces années d'adolescence, disons, à la cour de France, à ce moment-là, il y a eu une bousculade catastrophique près de la Concorde, près de la place dite de la Concorde aujourd'hui. Il y avait de grands échafaudages pour que les gens puissent grimper partout pour voir le jeune couple de France, et du dauphin et de la dauphine, avant la mort de Louis XV, et il y a eu une centaine ou même plus, 200 ou 300 morts. Et donc, elle trouve que c'est une mise en place de son règne assez tragique. Elle fait donner tout de même de très fortes sommes d'argent, pardon, sur sa cassette pour tous les gens qui ont été blessés ce jour-là. Mais c'est vrai que ça commence mal, on va dire. Enfin, toujours est-il que
pour avancer un peu plus dans sa vie, elle a épousé Louis XVI, dans bien sûr un faste extraordinaire, comme je l'ai dit. Louis XV, donc, meurt, et tout jeune, ils ont à peine 20 ans, tous les deux, puisque Louis XVI n'a qu'un an de plus que Marie-Antoinette, ils sont rois de France et reine de France. Et à ce moment-là, Marie-Antoinette s'exclame « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, nous sommes si jeunes pour être à la tête de ce beau pays. » Et finalement, ils sont très effrayés. Mais tout de même, question de gouvernement, Louis XVI s'entourera de nombreux ministres, évidemment Choiseul est à la tête de toute une partie du gouvernement qui est contre les jeunes ministres qu'il prend, ou moins jeunes, parce qu'il choisit aussi des ministres d'un certain âge. Mais restons sur Marie-Antoinette. Elle n'a toujours pas, comme on dit, consommé son mariage. Les deux jeunes époux n'ont pas d'enfants. Marie-Thérèse d'Autriche est très très inquiète pour elle. Pour que sa fille soit vraiment reine de France, il faut qu'elle ait donné le jour à un héritier du trône. Tant qu'elle n'a pas enfanté, elle n'est pas aux yeux de l'Europe, quoi. Elle n'est pas la vraie reine de France. Donc, Marie-Thérèse écrit pratiquement quotidiennement et à Mercier-Argenteau, pardon, et à Marie-Antoinette, mais qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas possible, ça fait des années qu'ils sont mariés, ça va faire 5 ans, ça va faire 6 ans, ça va faire 7 ans, et il n'y a toujours pas de prince héritier. Marie-Thérèse prend le taureau par les cornes, si je puis m'exprimer ainsi, et elle envoie son fils aîné, Joseph, avec qui elle gouverne, puisque son époux est décédé, le prince de Lorraine est décédé, donc elle gouverne son empire en compagnie de son fils aîné, Joseph, qui deviendra Joseph II au moment de la mort de sa mère, beaucoup plus tard quand même, vers 1785. Donc, elle envoie Joseph, mais carrément en mission pour que ce jeune couple fasse ce qu'il faut pour enfanter. Et effectivement, elle est tancée vertement par son frère qui lui dit qu'elle joue au pharaon toutes les nuits, c'est un genre de poker, au lieu de rendre son devoir conjugal avec son mari, que lui se couche à 9 h et se lève à 5 h du matin pour aller chasser, et qu'elle, elle se couche à 5 h du matin, donc il ne risque pas de se voir, et elle se lève très tard, évidemment, pour tous ses plaisirs. Puisqu'on sait que, voilà, elle pense à ses robes, elle pense à ses tenues, elle a une couturière, mademoiselle Rose Bertin, qui se prend pour un ministre de la mode et qui vient tous les jours chez elle pour lui proposer de magnifiques brocards, de magnifiques soieries, des tenues plus affriolantes les unes que les autres. Donc, le frère Joseph arrive là-dedans, très très sévère. Il refuse d'ailleurs de coucher à Versailles, il couche avec son aide de camp dans un hôtel tout proche, et il engueule sa sœur, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Il lui dit, mais enfin ma sœur, vous voulez rire, qu'est-ce que c'est que cette vie de bâton de chaise que vous menez, au lieu d'être une épouse soumise à votre mari, le roi de France? Et évidemment, Marie-Antoinette est très vexée que son frère lui parle mal, surtout qu'elle adore son frère, et qu'elle est si loin de sa famille depuis tant d'années que de voir revenir à elle son frère aîné qu'elle aime tant, pour elle c'est une très grande émotion. Donc elle se dispute avec lui, mais tout ce qu'il lui dit, ça a quand même tendance à beaucoup comment vous dire, elle est très très touchée, quoi. Elle est très bouleversée. Et Joseph II, qui a oublié de rester dans la pudeur la plus expressive, parle avec son beau-frère, le roi, maintenant, roi Louis XVI, et il lui dit, mais enfin, mon frère, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne savez pas coucher avec une femme ou quoi? Alors vous mettez dans le lit avec elle, et puis vous restez là comme une bûche, et vous faites rien. Et d'ailleurs, il en parle de façon très très osée à son propre frère Léopold, en lui écrivant
Oui, alors le roi de France est absolument incapable de faire son travail d'époux. Il reste là, sans bouger, content de lui, et puis sans décharger, dit-il. Et puis ensuite, il se tourne et il s'endort. Et rien ne se passe. Alors, il lui fait un cours d'éducation sexuelle pour que la reine enfante d'un héritier du trône. Et effectivement, on va s'apercevoir qu'un an plus tard, Marie-Antoinette va enfin accoucher de son premier enfant, Marie-Louise Charlotte. Marie-Louise Charlotte, qui sera Madame Royale et qui vivra très vieille, qui sera aussi emprisonnée à la tour du Temple avec ses parents, et qui racontera l'horreur qu'ils ont vécue à ce moment-là, au moment de la Révolution. Enfin, pour l'heure, Marie-Antoinette a donné un enfant au trône de France. Elle est donc reconnue officiellement comme la vraie souveraine de ce royaume, mais ce n'est qu'une fille, ce n'est pas un garçon. Donc quand on lui dit « vous avez accouché d'une fille », elle dit bah, « au moins on me la laissera, on ne me la prendra pas pour en faire l'héritière du trône, ça sera, si un jour j'ai un garçon, le cas. Mais celle-là, je l'aurai. » Et elle a toujours élevé sa fille de façon très proche, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sévérité. Elle ne voulait pas que cette petite se prenne pour un être extraordinaire, donc elle lui donnait une petite fille de la campagne comme compagne de jeu, et elle lui apprenait à donner de l'argent sur sa petite cassette personnelle pour les pauvres. Enfin, elle a une pédagogie déjà très moderne, très très moderne. Elle n'est pas du tout « oh là là, mon Dieu, c'est une petite princesse, ma fille », non, pas du tout, pas du tout. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà à me poser ou est-ce que j'avance encore? Allez-y, allez-y, on verra après. Allez-y. Donc, voilà, Marie-Antoinette est une femme ravissante. Elle a cet amour, passion, qui est né très tôt pour ce jeune Suédois, Fersen. Évidemment, cette espèce d'amour qui naît déjà entre eux n'échappe à personne. À la cour, tout se sait, tout se répète, tout se dit. Et on a vu que Marie-Antoinette était très très émue de la personne de Fersen, et que lorsqu'on apprend qu'il va partir aux États-Unis avec Lafayette pour se joindre aux troupes qui viennent aider l'Amérique de l'époque à se déprendre de l'influence anglaise pour finalement retrouver son indépendance. Louis XVI va affréter des navires qui vont coûter très très cher, va envoyer des troupes donc sous la houlette de Lafayette. Et si je dis tout cela, c'est que c'est intimement lié à Marie-Antoinette, qu'on va accuser d'avoir vidé les caisses de l'État par son jeu, par ses toilettes, par ses bals, par la vie très, comment vous dire, très délurée tout de même qu'elle mène, jusqu'à en tout cas la naissance de sa fille, qui n'interviendra que 10 ans après son mariage. Donc 10 ans, Marie-Antoinette a jeté sa gourme. Mais ce n'est pas elle qui a vidé les caisses de l'État, du tout, du tout. C'est la guerre d'indépendance que Louis XVI, qui est fou de marine, a voulu financer, plusieurs caravelles, des troupes, des armes, et puis faire vivre toutes ces troupes là-bas. Donc c'était vraiment des millions et des millions de livres qui ont été employés pour cette guerre d'indépendance aux États-Unis, à laquelle, je disais donc, Fersen se joint. Parce qu'il ne lui a pas échappé que cette espèce de flirt, cette espèce d'amour naissant et visible entre elle et la reine est très dangereux. Parce que la reine n'a pas à manifester un amour pour un autre homme que le roi. Donc, avec sagesse,
et parce qu'il pense que c'est son devoir, et parce que son père son père maréchal du roi de Suède lui a offert le royal suédois, dont il est capitaine, et qui est donc un régiment qui lui appartient en France. Donc, il est quand même un soldat, entre guillemets, français, même si le roi de Suède, qui aime beaucoup les jeunes gens, est très, très, très passionné de ce beau Fersen, qui est réputé pour être extrêmement beau. Donc, il s'en va par devoir et aussi par sécurité. Il va s'en aller plusieurs années pour la guerre d'indépendance aux États-Unis. Donc, il d'ailleurs aura là-bas de très belles actions militaires. Il sera par moments très démuni parce qu'il n'a pas tellement de moyens financiers, lui tout seul. Il faut que son père lui envoie des subsides, sinon il a passé des jours où il ne savait pas où dormir, il ne savait pas quoi manger. Il a été dans des moments de dénuement là-bas, très durs, et il revient de ses années de guerre en France, encore plus beau, puisque quand Marie-Antoinette le revoit, elle est absolument foudroyée d'amour pour ce bel homme, un peu émacié, un peu durci, toujours aussi beau, mais encore plus séduisant de toute cette aventure de guerre qu'il a menée là-bas. Et Marie-Antoinette continue à être l'amoureuse transie, fascinée, passionnée de ce garçon qui n'est plus si jeune, puisque maintenant il arrive vers ses 25, 28 ans, 26 ans, 27 ans par là. Et le roi de Suède ne veut pas se départir de cet amour qu'il a lui aussi pour le jeune Fersen. Donc ils sont un peu rivaux tous les deux. D'un côté, il y a Marie-Antoinette qui veut absolument que Fersen ne quitte pas la cour de France, et de l'autre côté, il y a le roi de Suède. Vous allez voir pourquoi je vous raconte tout ça. Le roi de Suède qui tient absolument à s'attacher au plus près le très beau Fersen, qui lui n'aime que les femmes, et qui est courtisé par nombre de femmes incroyables. Donc, le roi de Suède décide, Gustave III, de faire une grande virée dans toute l'Europe, puisque les souverains se visitent les uns les autres pour la bonne entente, quand ils le peuvent, ce qui n'est pas le cas de Marie-Thérèse. Bien, je pense que nous avons perdu Madame Reynaud. C'est les joies du direct, comme on dirait à la télé. Je ne sais pas si on va pouvoir la récupérer, et je pense qu'il y a un faux contact, un petit souci de sa part. On va attendre quelques minutes, sinon je couperai et on redémarrera. Je ne sais pas. Madame Reynaud. Écoutez, je vais couper et je vais redémarrer. Nous avons retrouvé Madame Reynaud, donc on va reprendre. Nous étions à Monsieur Fersen, le comte de Fersen, et le roi de Suède qui s'apprêtait à faire un petit voyage en Europe. Un tour d'Europe où le seul lien que Marie-Antoinette garde avec son cher, délicieux Fersen, eh bien, c'est tout simplement que, étant donné qu'elle a 15 frères et sœurs, et que Marie-Thérèse d'Autriche s'est arrangée pour que nombre de ses enfants épousent les princes d'Europe, tous les princes d'Europe au maximum. C'est comme ça qu'elle comptait faire l'Europe, ce qui n'était pas complètement idiot, mais enfin, elle avait quand même 15 enfants à son service, si on peut dire, bien qu'il y en ait 6, je crois, qui soient morts en bas âge, mais ceux qui ne sont pas morts, dont Caroline, la sœur chérie de Marie-Antoinette, sont à la tête des petites principautés qui forment l'Italie et l'Europe de l'époque. Donc, chaque fois que
que Fersen arrive avec le roi Gustave III dans une de ses cours d'Europe, eh bien, il se trouve généralement soit devant un frère, soit devant une sœur de Marie-Antoinette, et évidemment, il lui écrit très régulièrement pour lui raconter qu'il a vu celui-ci, celui-là, etc., ou celle-là. Donc, elle se dit, il n'est pas à côté de moi, mais en tout cas, il est pas loin de ceux qui sont du même sang que moi. Et par exemple, lorsque Gustave III va visiter le pape à Rome, toujours en compagnie de Fersen, Marie-Antoinette dit quand je pense que les deux hommes que j'aime le plus au monde sont ensemble, loin de moi à Rome, mon frère Joseph et le comte de Fersen, Axel, qu'elle appelle Axel évidemment. Donc, elle note bien dans ses mémoires, disons, c'est pas ses mémoires, mais c'est les lettres qu'elle a pu écrire à Fersen ou à sa mère, mais là, en l'occurrence, plutôt à Fersen qu'à sa mère, car elle ne raconte bien sûr pas du tout à Marie-Thérèse d'Autriche qu'elle a une folle passion pour ce jeune homme, puisqu'elle reste, attention, tout de même, très digne dans son rôle de reine et d'épouse vis-à-vis de Louis XVI. C'est-à-dire, elle a toujours eu de l'affection pour cet homme qu'elle considère comme infréquentable amoureusement, puisqu'elle trouve que quand il revient, enfin elle trouve pas, c'est la réalité, quand il revient de ses grandes séances de chasse à courre, il est là, suant, décoiffé, dépenaillé, rouge, essoufflé, racontant ses chasses avec passion à tout le monde, ce qui embête beaucoup de gens, mais enfin bon, il faut écouter parce que c'est le roi. Et donc, le prince de Ligne va quand même, qui est un des soupirants, pour pas dire, en tout cas, un des amis proches de Marie-Antoinette, déclarera notre reine a épousé l'homme le plus adorable qui existe, car c'est vrai que Louis XVI est un homme très bon, mais c'est en même temps le plus dégoûtant que l'on puisse imaginer. Donc, il n'a pas mesuré ses mots, et quand on sait que Marie-Antoinette le supplie Louis XVI, pardon, de prendre des bains pour ne pas faire souffrir son entourage de ce fumet très intense qu'il dispose autour de lui. Enfin bon, elle lui demande de prendre des bains. Voilà. Alors, à la mort de Louis XV, on fera mettre effectivement une baignoire dans les pièces de toilette de Louis XVI. Quant à Marie-Antoinette, alors elle passe son temps à prendre des bains, à changer de toilette, à se parfumer, à se coiffer, elle est tout ce qui est, tout ce qu'on peut imaginer de plus séduisant, puisque c'est une femme comme une de nos stars d'aujourd'hui, je ne sais pas, Catherine Deneuve, ou je sais pas, des femmes très belles comme ça, qui tout de même, on a beau dire, mais s'occupent beaucoup de leur physique, beaucoup, eh bien Marie-Antoinette, c'est la star de l'époque, alors évidemment, elle va susciter des jalousies, elle va susciter des insultes, elle a d'ailleurs, on peut dire à cette époque, été très rétive à accepter la dernière maîtresse de Louis XV. Je reviens un petit peu en arrière parce qu'il y a un épisode assez croquignol encore. Quand elle est arrivée à la cour, elle refusait catégoriquement de saluer Madame du Barry, qui était la maîtresse du roi Louis XV et qui était traitée de catin par la presse de l'époque, qui n'a jamais ménagé ces insultes. Donc Marie-Thérèse supplie sa fille de dire un mot, ne serait-ce qu'un mot, à la cour, le soir, au moment des jeux, ou au moment du bal, à la du Barry. Et on arrivera à obtenir un soir de Marie-Antoinette de dire à la du Barry: il y a du monde ce soir à Versailles, madame. C'est tout. Voilà. C'est tout ce qu'on aura obtenu. Mais elle a admis de dire un mot à la du Barry. Donc je dis tout ça parce que la presse
de l'époque, les petites feuilles qui se diffusent partout sont capables d'insultes lourdes, d'insultes graves. J'en rapporte dans mon livre, je ne sais pas si je vous lis cela, mais il y a vraiment des choses terribles, terribles qu'on écrit sur le roi et sur Marie-Antoinette. Et donc, elle est déjà maintenant dans cette position. Je reviens à l'époque où Fersen rentre de la guerre des États-Unis, de la guerre d'Amérique, d'indépendance d'Amérique, et à ce moment-là, elle est déjà très malmenée par la presse, très très malmenée. Mais bon, elle vit sa vie, elle continue, elle a tous les courages pour vivre ce qu'elle veut vivre. Elle a une petite fille, elle a eu un fils, le premier dauphin, qui ne vivra pas, il est né en 80. Et elle a une fille, Sophie, qui comme par hasard s'appelle comme la sœur de Fersen, puisque la seule confidente de Fersen est sa sœur, à lui, Sophie. Et comme par hasard, Marie-Antoinette appellera son troisième enfant, une petite fille, elle l'appellera Sophie. Alors qu'il n'y a pas de Sophie dans la famille de France. Mais bon, voilà, on peut faire ce lien-là. Petite fille qui va mourir à 11 mois, ce qui va être une très grande épreuve pour Marie-Antoinette, qui est très très amoureuse de ses enfants. Elle adore ses enfants. Elle est très sévère avec Charlotte, l'aînée, Madame Royale, mais elle sait que le premier dauphin a une destinée politique, donc elle est peut-être moins proche, disons, maternellement de lui, surtout que les enfants royaux ont une nourrice, évidemment, qui, les choses sont assez amusantes, s'appelle Madame Poitrine, et qui donc a le rapport au nourrisson beaucoup plus intime que la reine, qui n'est pas du tout destinée à allaiter ses enfants, bien qu'elle l'eût voulu. Elle aurait voulu allaiter ses enfants, car au fur et à mesure de ses grossesses, la reine devient plantureuse. Elle qui était toute fine, toute fragile, comme un petit saxe, elle est devenue maintenant une femme de grande prestance, elle a une démarche qui séduit beaucoup, et tout son personnage, j'allais dire, presque plus que sa personne, est un être de séduction, vraiment. Tout le monde s'accorde à le dire. Et sa beauté est d'ailleurs relatée par les ambassadeurs dans tous les pays qui sont à la cour de France, les ambassadeurs qui viennent à la cour de France. Donc, Marie-Antoinette va donc avoir ses enfants. Elle est devenue une femme épanouie, très belle, qui est dévorée de cette passion qu'elle a la patience d'entretenir, même en l'absence du beau Fersen qui fait le tour d'Europe avec Gustave III. Et lorsque Gustave III va revenir de son tour d'Europe accompagné de Fersen, qui n'a pas lâché Marie-Antoinette puisqu'ils se sont écrits toujours très 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 fidèlement pendant tout ce temps-là, qui a duré 12 à 18 mois, enfin en gros quoi. Et Marie-Antoinette a décidé que ce jour-là, au retour du roi de Suède invité à la cour de France, elle donnerait une fête fabuleuse dont on se souviendrait longtemps au Petit Trianon, dont on sait, je ne l'ai pas encore dit, mais que Louis XVI lui avait offert. Ce Petit Trianon avait été construit pour les beaux yeux de la Pompadour puis de la Dubarry, mais de toute façon Louis XV est mort et elles ne l'ont que très peu fréquenté, ce Petit Trianon, dont j'ai écrit d'ailleurs toute l'histoire, le Petit Trianon de Marie-Antoinette, ça s'appelle. Et Marie-Antoinette va complètement dépenser de grands crédits pour entretenir les plantations. Elle fait planter des milliers d'arbres par Richard Meek, elle fait refaire le bassin, elle fait construire le temple de l'amour, elle fait construire le hameau
qui est, comme l'on sait, un petit village normand à toit de chaume, où on peut visiter toutes sortes de petits bâtiments ravissants. Il y a des animaux, dans le lac, elle a fait mettre des carpes, elle va pêcher avec ses enfants, elle vit beaucoup au Petit Trianon. Elle dit, au Petit Trianon, je ne suis plus la reine de France, je suis moi. Donc, dans ce Petit Trianon, qui est son domaine, pour lequel elle a créé un règlement avec une charge qui est reconnaissable par des vêtements bien particuliers, qui ne sont pas du tout les vêtements qu'on trouve à Versailles, au château de Versailles, mais qui sont réservés pour le Petit Trianon. Donc, le Petit Trianon est son domaine. Quand elle a perdu sa petite Sophie à 11 mois, elle s'y est réfugiée avec Élisabeth. Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI, qui a 10 ans de moins que son frère, qui a une dévotion absolue pour le roi de France et qui est la seule vraie amie de Marie-Antoinette. Et elles se sont réfugiées toutes les deux au Petit Trianon lorsque la petite Sophie est décédée. Et il faut savoir que Madame Élisabeth suivra son frère Louis XVI et sa sœur et sa belle-sœur Marie-Antoinette jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la guillotine, et qu'elle est très proche de Madame Royale, la fille aînée, avec laquelle elle restera lorsque et Marie-Antoinette et Louis XVI auront été guillotinés. Elle restera à la prison du Temple jusqu'au bout avec Madame Royale, avec Charlotte, qui sera, elle, libérée, alors que Madame Élisabeth passera sur l'échafaud, elle aussi, comme étant la sœur du roi. Mais en tout cas, c'est la seule vraie amie de Marie-Antoinette. Et Marie-Antoinette, d'ailleurs, la dernière nuit qu'elle passera sur Terre, écrira à qui? À sa sœur, sa belle-sœur, Madame Élisabeth. Une lettre déchirante dont on a la copie, en espérant qu'elle est authentique. Mais nous sommes là maintenant à la fameuse soirée magnifique, folle, délirante que Marie-Antoinette donne pour, dit-on, le roi de Suède. Mais non, pas du tout. C'est pour le retour de son Fersen, de son Axel adoré. Mais toujours dans un très grand respect de ce à quoi elle se doit. Donc, c'est un peu comme son mariage avec Fersen. Tout le monde est en blanc. Fersen a son costume de royal suédois, c'est-à-dire tout en blanc avec des parures dorées. Il est magnifique, évidemment. Louis XVI trône sur un magnifique fauteuil de bois doré, tout ça dans les jardins, avec des centaines et des centaines d'invités, tous en blanc. C'est le mariage de Marie-Antoinette avec son amour qui revient de ce grand périple d'Europe, alors qu'il était déjà parti pendant plusieurs années pour la guerre d'indépendance aux États-Unis, et qu'à chaque fois, Marie-Antoinette attend son retour avec une impatience non dissimulée. Et ce soir-là, elle rayonne. Elle est magnifique, elle est en soie blanche, évidemment, avec des brocarts brodés, avec des diamants, avec des parures, avec des plumes de cygne. Elle est une espèce d'apparition sublime, surhumaine, et elle se balade de table en table. Elle va voir les gens, elle salue, elle fait son rôle, elle joue à merveille son rôle de souveraine, son rôle de femme sublime, très belle, et tout ça, c'est pour lui, le seul, l'unique de son cœur, lui. Alors, on ne va pas continuer que cette histoire d'amour, mais elle est, cette histoire d'amour déterminante de la vie de Marie-Antoinette, puisqu'on sait que Fersen écrira à sa sœur « Je ne me marierai jamais, car la seule que j'eusse aimé épouser, ce n'est pas possible ».
Donc, toutes les femmes qui supplieront Fersen de les épouser seront toujours reléguées, repoussées, car il a donné sa vie, son âme, son corps à Marie-Antoinette. Or, il y a tellement de choses à dire que c'est difficile de tout raconter en même temps, mais en tout cas, à la suite de cette soirée où il y a eu 4000 petits fagots pour éclairer les jardins, des petits fagots en feu pour éclairer les jardins, il y a eu un feu d'artifice, il y a eu de la musique dans les bosquets, il y a eu des milliers de bouteilles de champagne, de vin blanc, tout le monde s'est saoulé, enfin ça a été une bombance absolument comme on n'en a jamais vu. Eh bien, à la suite de cette folle nuit, où Marie-Antoinette a célébré sa passion, sans que ça se sache, mais elle, en le sachant, Louis XVI s'en va chasser à Rambouillet, avec le roi Gustave III. Ben voyons, il s'en va chasser, pendant une dizaine de jours. Parce que peut-être que Louis XVI en sait plus qu'il n'en dira jamais. Mais on croirait qu'il laisse Marie-Antoinette vivre cet amour, parce qu'il s'en va avec Gustave III chasser à Rambouillet. Et Marie-Antoinette reçoit Fersen dans ses petits appartements secrets du château de Versailles. Parce que même au Petit Trianon, ils ne sont pas assez tranquilles. Il y a trop de monde. Donc elle a des petits appartements secrets, que bien sûr d'aucuns connaissent, où elle reçoit par exemple la mademoiselle Bertin pour ses robes, la Polignac, sa grande amie adorée, parce qu'elle a aussi cette autre passion aussi pour la duchesse de Polignac, qui n'était pas du tout duchesse, mais que Marie-Antoinette a fait duchesse et gouvernante des enfants de France, pour se l'attacher. Donc elle a des gens tout près d'elle qui ont accès éventuellement de temps en temps à ces petits appartements secrets que j'ai visités. Et Fersen lui a quand même écrit de veiller à mettre un petit calorifère parce qu'il avait trop froid dans ce petit appartement. Donc il lui a demandé de mettre un calorifère. Ah bon? Un calorifère pour se tenir en quelle tenue, demanderait-on si nous étions un petit peu osés. En quelle tenue a-t-il besoin d'un calorifère? Donc, je vais aller vite à ce que j'ai conclu, moi, et je le revendique. Ils ont passé 10 nuits ensemble. Ils ont passé 10 nuits ensemble, les deux amants, pendant que le roi chassait à Rambouillet avec le roi Gustave III de Suède. Puisque Louis XVI est à Rambouillet, Marie-Antoinette est à Versailles, Fersen est aussi à Versailles, et exactement 9 mois plus tard, elle accouche du deuxième petit dauphin. Bon, chacun en pensera ce qu'il veut. Mais moi, je sais ce que j'en pense. Elle accouche 9 mois plus tard. Je vous donne les dates, car je les ai écrites pour ne pas me tromper. Elle a passé le mois de juin 1784 avec... Attendez que je ne dise pas. Oui, le mois de juin 1784, elle a passé les nuits avec Fersen. Et au mois de mars 1785, est-ce que nous savons compter, 9 mois plus tard, elle accouche du deuxième dauphin, le petit chou d'amour, comme elle le surnommera, Louis-Charles, qui évidemment, inutile de vous le dire, est son immense enfant préféré, car il faut admettre qu'elle est vraiment assez verte avec Charlotte, hein, sa fille aînée, qui d'ailleurs ne l'aime pas. La fille aînée ne l'aime pas, elle aime que son père. Et pourquoi pas? Mais en tout cas, nous savons que Madame Royale a une passion pour son papa, Louis XVI. Louis XVI a d'ailleurs une passion pour sa fille. Et le jour de la naissance du deuxième petit dauphin, 9 mois après les nuits de Fersen, nous avons le journal de Louis XVI qui écrit « La naissance de l'enfant s'est passée comme pour mon fils ». Il a écrit ça.
tiens donc, comment ça comme pour mon fils? Donc ça voudrait dire qu'il prend une espèce de distance vis-à-vis de l'enfant qui naît et qu'il ne le sent pas comme étant à lui. Mais en tout cas, il y a ce mot assez étrange de Louis XVI dans son journal. Ça s'est passé comme pour mon fils, cette naissance. Ah bon? Donc, on en pense ce qu'on veut, mais moi je sais ce que j'en pense. Et évidemment, on va ensuite arriver, malheureusement, quelques années plus tard, à toute cette révolte violente qui monte dans tout le pays et qui est tout de même, je l'affirme également, fomentée, je dirais exacerbée par le duc d'Orléans, celui qui se fera appeler Philippe Égalité, qui finira sur la guillotine, et qui est le cousin de Louis XVI, mort de jalousie de son parent, qu'il aimerait supplanter afin de monter sur le trône à sa place. Donc, le duc d'Orléans est très, comment vous dire, il est très aimé de toute une, entre guillemets, populace, qui est faite de beaucoup de gens que la misère, peut-être, a conduit à devenir une sorte de faction de brigands, que lui finance. Il les paye, et ils répandent dans tous les faubourgs et de Paris et des grandes villes de France des calomnies terribles sur Marie-Antoinette, et il faut un jour le reconnaître, Philippe Égalité, duc d'Orléans, cousin de Louis XVI, a été pour une grande part le précurseur de cette révolte en France. Évidemment, il a veillé à ce qu'une grande partie de la production de blé soit vendue en Angleterre, et on sait que cette famine organisée mènera évidemment le peuple des campagnes également à la révolte, et tout ça c'est une espèce de terreau qui est extrêmement favorable, la misère, la famine, à la révolte du peuple, à juste titre, parce que le peuple maintenant se considère comme floué, volé par la royauté, et considère Marie-Antoinette comme la catin du royaume, et Louis XVI comme l'impuissant de cette catastrophe. Donc tout est mis en place pour que la révolte révolutionnaire prenne un tour de barbarie terrible, terrible. Et évidemment, mon propos, je crois, aujourd'hui, n'est pas de raconter la Révolution, puisque d'abord je la raconte dans mon livre de façon peut-être un petit peu plus rapide, puisque je m'attache à Marie-Antoinette exactement, mais vous la retrouverez si vous avez l'occasion de lire mon livre. Et évidemment, je n'ai pas parlé de l'affaire du collier, qui a été pour une grande part dans les médisances sur Marie-Antoinette, qui n'a, paraît-il, mais l'affaire est très embrouillée, très embrouillée. Elle a, paraît-il, jamais commandé ce collier de diamants qui valait une somme complètement folle. Donc on l'a accusé à tort, et semble-t-il. Et puis il y a eu évidemment les favoris de la reine autour d'elle, qui étaient dotés de charges qu'elle donnait comme ça un petit peu par amitié, mais qui coûtaient tout de même au royaume, c'est sûr. Mais je répète que ce qui a vidé les caisses de l'État français, ce n'est pas Marie-Antoinette, c'est entre autres la guerre d'indépendance aux États-Unis, enfin en Amérique. Donc on arrive évidemment à la Révolution, on sait que ça va devenir pour les très proches de Marie-Antoinette, comme la Polignac, que Marie-Antoinette supplie de s'enfuir de France, parce qu'elle est tellement proche de la reine que la reine pense qu'elle va être certainement massacrée, ce qui va être
le cas de cette autre princesse qui a donné, on peut le dire, à part Madame Élisabeth, sa vie à Marie-Antoinette, qui est la princesse de Lamballe. La princesse de Lamballe a été d'abord gouvernante des enfants de France, et puis ensuite Marie-Antoinette l'a remplacée en mettant la duchesse de Polignac à sa place, parce qu'elle avait une passion pour cette duchesse, pour cette jeune femme ravissante. Et la princesse de Lamballe a été écartée, mais est restée toute sa vie une fervente passionnée de Marie-Antoinette. Donc elle refuse de partir, elle refuse de s'exiler, alors qu'elle avait été en Angleterre pour essayer de déclencher l'aide du roi Georges pour le roi de France, mais elle n'a pas réussi. Et au lieu de rester en Angleterre où elle est en sûreté, elle revient au cœur de la Révolution, elle est arrêtée, elle est massacrée. Et lorsque Louis XVI et Marie-Antoinette seront enfermés à la prison du Temple, eh bien, pendant ce temps, elle sera jugée par un tribunal révolutionnaire parfaitement autoproclamé, hein, au départ, et elle sera effectivement massacrée, dépecée, on lui coupera la tête, qu'on mettra au bout d'une pique, et on apportera cette pique avec la tête de la princesse de Lamballe sous les fenêtres de Marie-Antoinette, emprisonnée à la prison du Temple avec Louis XVI, son fils, et sa fille, c'est-à-dire le petit chou d'amour, et Madame Royale, et Madame Élisabeth, sa belle-sœur. Et puis, on ira jusqu'à arracher son fils à Marie-Antoinette. Et ça sera le coup d'arrêt. Je n'ai pas parlé non plus de la fuite à Varennes. La fuite à Varennes, dans un dernier espoir pour se sauver de cette révolte, de cette révolution qui faisait rage dans toute la France, et spécialement bien sûr à Paris, où le couple royal avait été obligé de venir s'installer au château des Tuileries et de ne pas rester à Versailles. Et malheureusement, Fersen a essayé de les faire s'enfuir dans une berline, énorme berline, qu'il a affrétée. La fuite à Varennes a été un échec, bien que Fersen ait tout fait pour sa réussite, et le couple royal et les 2 enfants, et Madame Élisabeth, les 5 qui étaient partis dans cette berline, ont été ramenés aux Tuileries, et des Tuileries ont été ensuite emprisonnés à la prison du Temple. Et puis nous savons que lorsque la princesse de Lamballe a été massacrée et que la reine a pu apercevoir cette chose d'horreur de la tête de son amie la plus proche massacrée, elle est tombée raide morte quasiment par terre, et à partir de là, ça a été la déchéance. On lui a pris son fils, qu'on a mis dans un autre appartement dans la même tour du Temple. Ce petit garçon, on l'a saoulé, on lui a appris à se masturber, à dire des horreurs sur sa mère, à raconter qu'il avait couché avec elle parce qu'elle l'avait obligé, enfin des horreurs qui évidemment étaient inventées par les geôliers. Et Marie-Antoinette ensuite va être emprisonnée à la conciergerie. Donc séparée à nouveau de ceux qui lui restaient, Madame Élisabeth et son fils et sa fille, Madame Royale, après la mort de Louis XVI, dont elle sait qu'il a été guillotiné. Donc elle se retrouve démunie de tout. Elle est très malade car elle ne mange plus. Elle est à la conciergerie avec des gens dont certains essayent d'un peu d'adoucir son sort, mais on essaye de la faire évader, ça ne marche pas. C'est la fameuse configuration des œillets, pas configuration d'ailleurs, non, c'est la conspiration, excusez-moi, la conspiration des œillets pour certains fanatiques d'elle qui essayent de la faire évader, mais ça ne fonctionne pas. Donc elle est donc traduite devant le tribunal révolutionnaire avec Fouquier-Tinville. Fouquier-Tinville qui est l'accusateur public, qui l'accuse de tous les maux, évidemment,
qui dit qu'elle a vidé les caisses de l'État, qu'elle s'est conduite comme une prostituée, qu'elle a essayé de faire venir les troupes d'Autriche, puisque évidemment, Marie-Antoinette avait demandé à son frère, le nouvel empereur Léopold, puisque François-Joseph était décédé, elle avait demandé à son frère Léopold, l'empereur d'Autriche, de venir libérer la France de tout ce peuple révolutionnaire. Mais c'était une folie, évidemment, parce que ça voulait dire qu'elle jetait la France en pâture à ses ennemis. Donc, elle est considérée comme une traître par les révolutionnaires. Or, elle, ce qu'elle voulait, ce qu'elle espérait, ce qu'elle souhaitait, affolée qu'elle était par cette barbarie envahissant le pays, elle souhaitait que la France soit libérée, mais c'était une folie de faire venir des troupes étrangères pour libérer la France. Donc, on la traite de traître, on la traite de femme légère, on raconte qu'elle a couché avec son fils. À ce moment-là, quand on lui pose la question « Avez-vous fait ce crime ?» elle répond « Une mère, et je fais appel à celle qui se trouve dans la salle de ce tribunal, ne peut répondre à une question aussi horrible. » Et dans la foule qui est présente dans la salle, il y a une espèce de murmure de révolte qu'on lui ait osé poser cette question. Et effectivement, elle est condamnée à être guillotinée. Elle est maintenant dans une prison encore plus démunie, dépouillée de tout. Elle est surveillée jour et nuit par des gardes qui ne la laissent jamais dans l'intimité, par exemple, pour changer son linge, parce qu'on pense qu'elle a un cancer de l'utérus, donc elle perd beaucoup de sang. Mais elle n'est jamais dans son intimité, jamais. Elle est tout le temps avec des hommes qui sont là, qui rient, qui fument, qui jouent aux cartes, et qui sont bien sûr perpétuellement dans une espèce d'agression d'elle. Et sa fin est vraiment quelque chose de terrible. La dernière nuit, comme je l'ai dit, elle écrira une lettre à Madame Élisabeth, sa belle-sœur, dont on ne sait pas si elle est authentique, mais qui est déchirante, et on retrouvera dans son petit livre de prière, c'est la seule chose qu'on lui a laissée, on retrouvera écrit de sa main « Mon Dieu, qu'il est déchirant de vous quitter, mes enfants, priez Dieu pour moi ». Et elle s'en va sur la charrette qui l'amène place de la Révolution, appelée aujourd'hui place de la Concorde, où elle va être guillotinée sans un mot de sa part de plainte. On lui a coupé les cheveux, on lui a mis une petite tunique tout à fait simple de condamnée, et elle monte à l'échafaud en s'excusant, dit-on, d'avoir marché sur le pied du bourreau Samson en allant vers la guillotine. Et voilà, elle a la tête coupée et le peuple est partagé. Il y a toute une partie du peuple qui acclame le supplice de la reine, et puis il y a toute une partie du peuple qui est absolument désolée, mais qui ne bouge pas, parce que le premier qui bouge, il passera sur la guillotine. Donc voilà, on se retrouve devant un règne où le roi, Louis XVI, n'a pas pris les rênes, jamais, du pouvoir, parce qu'il pensait qu'il n'était pas un roi légitime vraiment. Il pensait que c'est son fils aîné, décédé à l'âge de 12 ans, qui aurait dû être roi de France. Il est plein de complexes, il a eu beaucoup de mal, il a pris 10 ans pour vraiment être le mari de cette épouse. Il n'a pas su éviter le carnage du tout, et le carnage a eu lieu, et il s'est laissé, on va dire entre guillemets, comme un agneau, guillotiné. Et finalement, la reine n'a jamais perdu son estime pour lui, même si amoureusement, elle n'a rien vécu, vraiment, de très folichon, avec cet homme-là, qui était un grand garçon de plus près de 2 mètres, mais qui ne l'a jamais séduite, puisqu'elle avait cet amour au cœur pour Fersen, qui lui-même, également, un 20 juin
c'est-à-dire le jour anniversaire de cette fameuse fuite à Varennes qui a échoué, sera lapidé à Stockholm comme étant, dit-on, le responsable d'un attentat contre le roi de Suède. Donc Fersen sera le dernier qui écrira dans ses mémoires une espèce d'ode à Marie-Antoinette qu'il a adorée jusqu'au bout et qui lui-même finira de façon atroce. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour ce récit passionné et passionnant. Donc maintenant, en fait, vous aviez dit comme ça que donc Madame Royale, la fille aînée de Marie-Antoinette, donc avait vécu. Elle avait vécu, elle avait survécu. Oui, Madame Royale, elle a épousé son cousin, le fils du comte d'Artois, me semble-t-il. Elle a épousé son cousin. Ils n'ont jamais eu d'enfant, dit-on. Et elle a vécu très vieille. Elle est revenue en France échangée contre d'autres prisonniers autrichiens. Et elle a été réhabilitée au temps de la Restauration de son frère, de son oncle, Louis XVIII. Et elle a vécu toute sa vie d'une façon obscure, étrange. C'est une femme dont les souvenirs de la prison du Temple nous sont parvenus, où elle raconte bien sûr la terrible souffrance qu'a vécue et son père d'abord et sa mère ensuite, puisqu'ils ont tous les deux passé chacun leur tour sur la guillotine. Et puis, on ne sait pas grand-chose d'elle. C'est assez étrange. Mais je pense que c'était une femme profondément choquée par ce qu'elle avait vécu et qui, jusqu'au bout de sa vie, a été comme inhibée dans une immense souffrance, car elle avait un très grand amour pour son père, Louis XVI, et donc elle a vécu très, très, très vieille, jusqu'au bout de sa vie. Oui. Et le fils, le petit chou d'amour. Ouais, le petit chou d'amour. Hein. Le petit chou d'amour, Louis-Charles, il a été dans cette prison où il a été coupé de sa mère et où on lui a fait subir un régime atroce. Ouais. Il ne se lavait jamais, jamais. Il était dans un lit plein de poux, plein de vieilles bestioles. Il mangeait très peu parce qu'on lui servait des choses qu'il n'aimait pas. On lui faisait boire. Comme je disais, on l'a saoulé, on l'a fait apprendre à se masturber, à dire des horreurs sur sa mère, à crier « mais elles ne sont pas encore guillotinées, c'est drôlesse !» parlant de sa mère, de sa sœur et de sa tante. Donc, ce petit enfant-là, qui avait quoi, 9-10 ans, au bout de quelques mois, au bout de quelques temps, il est mort. Il est mort, mais vraiment dans un dépouillement et une misère sous tous les aspects, moral, affectif, physique, sanitaire, une misère terrible. Et peut-être que d'aucuns pensaient qu'il n'était pas le fils du roi et que donc il n'avait pas légitimement à retrouver la couronne de France et qu'au fond, qu'il disparaisse, c'était aussi bien, je ne sais pas. En fait, on peut se poser la question donc, que toutes les, comment dire, la vie de Marie-Antoinette, ses lubies, ses frasques, ses entorses à l'étiquette, donc le roi Louis XVI était au courant, était informé. Pourquoi n'a-t-il pas divorcé? Enfin, entre guillemets, parce que ce n'était pas le terme à l'époque. Alors, il y a deux choses. C'est que d'abord, il faut le dire à tout son honneur, Louis XVI aimait terriblement sa femme. Il adorait sa femme. Et il lui a passé tous ses caprices. C'est-à-dire que quand elle dépensait l'argent au pharaon, le fameux poker, il payait tout sur sa cassette à lui. D'une part, il a aimé profondément sa femme, profondément, d'une part. Et d'autre part, mais il était très religieux et divorcer était un crime, et religieusement à ses yeux, et au niveau royal. On ne se sépare pas de sa femme, de la reine de France. Donc les deux raisons étaient aussi violentes en lui
et son amour pour elle et sa raison religieuse. D'accord. Bien, écoutez, je vous remercie pour cet exposé. Vous nous avez donné envie vraiment de lire votre livre et puis de découvrir les frasques de la vie de Marie-Antoinette. Écoutez, bien, je vous remercie au nom de la ville de Pontivy de bien avoir voulu jouer le jeu de cette visioconférence. C'est la première fois de ma vie. Eh bien, écoutez. Donc, je suis baptisée par vous. Ah ben, je vous remercie. En la matière. Bien, écoutez, Madame Reynaud, je vous remercie. Puis je vous dis peut-être à une autre biennale, on ne sait jamais. Eh bien, écoutez, j'espère que j'aurai suscité peut-être le désir d'approcher une autre Marie-Antoinette. Peut-être, j'aimerais bien, parce qu'elle a des défauts comme tout le monde, mais je pense que c'est une femme qui a prouvé dans son attitude au moment de la Révolution qu'elle pouvait avoir aussi beaucoup de grandeur et beaucoup de dignité, et c'est pas évident ce qu'elle a vécu. Voilà. Bien, merci écoutez, à vous aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.